Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Atlanta, 16 février 1940. Une simple feuille de papier, quelques lignes griffonnées, sans en-tête ni signature. Pourtant, ces mots vont sceller l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire d'un empire industriel. Coca-Cola, ce nom qui évoque fraîcheur et convivialité, cache dans ses bulles bien plus qu'un goût sucré. Derrière son logo mythique, c'est un monde d'intrigues politiques, de décisions stratégiques risquées et même, diront certains, de compromissions historiques, nous le verrons. Mais connaissons-nous réellement l'histoire de cette boisson? Qui aurait cru que la Seconde Guerre mondiale, le nazisme et les secrets commerciaux étaient liés à notre soda préféré, ou je dirais l'un de nos sodas préférés? Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les coulisses de cette multinationale, là où marketing rime avec mystère et où les légendes se fabriquent comme des bouteilles à la chaîne. Ça me rappelle une anecdote, que j'ai connue, j'étais encore lycéen, je ne sais pas si certains se souviendront de ça, quand Coca-Cola est enfin revenu dans la région du Vietnam, etc., et avait lancé une grande campagne de publicité, et c'était marqué « We are back », nous sommes de retour. Il fallait quand même oser. Et quand j'étais petit, cette boisson était vraiment ma boisson préférée. Pendant les vacances, j'avais un copain, on buvait 1,5 litre chacun par jour. Donc c'était dans des bouteilles en verre qu'il fallait rapporter à la consigne. C'était les vacances, c'était 2 mois de vacances. Et cette marque a accompagné, mon enfance. Donc voilà pourquoi j'avais très envie de faire cette histoire, les origines secrètes d'un mythe, Coca-Cola. Imaginez un instant. Nous sommes à Atlanta en 1886. Une ville encore marquée par les séquelles de la guerre de sécession. Les rues de cette capitale du Sud grouillent de commerçants, d'ouvriers, de dames en robe longue. Ici, le progrès semble cohabiter avec les douleurs du passé. Et parmi les enseignes typiques, il y a une institution incontournable, la pharmacie. Un lieu où science et mystère se rencontrent. C'est dans cet univers, à mi-chemin entre la médecine et l'alchimie, qu'un homme, John Stith Pemberton, s'apprête à marquer l'histoire. Alors pas comme il l'imaginait, mais bien au-delà de ses rêves. Atlanta, à cette époque, n'est pas qu'une ville, c'est un symbole. Elle incarne la reconstruction d'un sud meurtri, une terre où l'espoir renaît au milieu des plaies laissées par le conflit. Mais c'est aussi une époque où la médecine moderne, telle qu'on la connaît, n'existe pas encore. On fait confiance encore aux élixirs miraculeux, vous savez, ces potions censées guérir toutes les maladies, des maux de tête, le stress déjà à l'époque, les troubles digestifs et parfois même le cœur brisé. Les promesses sont aussi nombreuses que les bouteilles sur les étagères. C'est là qu'apparaît John Pemberton. Il est pharmacien, il est chimiste, mais c'est aussi un vétéran de la guerre de sécession. Il a été blessé au combat et il traîne, notre Pemberton, depuis des années, une douleur lancinante. Et comme beaucoup de ses contemporains, il trouve refuge dans un remède très à la mode, donc à l'époque, l'opium. Mais ce remède, s'il apaise ses souffrances physiques, enflamme son esprit. Il passe des nuits entières dans son laboratoire, entouré de fioles et d'alambics, à imaginer la potion parfaite. Son objectif ? Concevoir un élixir qui ferait bien plus que calmer les douleurs. Pemberton veut créer une boisson capable de stimuler le corps, de raviver l'esprit. Une potion magique, presque divine, et c'est comme ça que commence l'aventure de Coca-Cola. Mais avant de parler de cette boisson très emblématique, il faut quand même s'intéresser à l'époque. L'Amérique de la fin du 19e siècle, c'est une terre d'innovation, mais aussi d'illusion. Les gens recherchent des solutions simples à leurs problèmes complexes. On a des soda fountains, ces fontaines à soda dans les pharmacies, qui sont le symbole justement de cette quête. Les clients s'y arrêtent non seulement pour se rafraîchir, mais aussi pour se soigner. L'eau gazeuse, combinée à des sirops médicinaux, est vue un peu comme un remède à tous les maux de l'époque. Maux MAUX, bien entendu.
C'est dans ce contexte que Pemberton commence à expérimenter. Il sait que pour réussir, il doit se démarquer. Il puise son inspiration dans 2 ingrédients exotiques. Les feuilles de coca, oui c'est vrai, utilisées depuis des siècles par les populations des Andes pour leurs vertus stimulantes, et les noix de cola, avec un K. Les noix de cola sont riches en caféine. Mais attention, à cette époque, ce ne sont pas des choix innocents. Ils s'inscrivent dans une longue tradition où les apothicaires testent en fait eux-mêmes des mélanges audacieux, sans aucun contrôle scientifique. Pourtant, l'invention de Coca-Cola ne doit rien au hasard. Chaque élément, chaque décision de Pemberton est dictée par l'air du temps, mais aussi par ses propres besoins. Lui-même, je vous le disais, consommateur d'opium, cherche une alternative à sa dépendance. Il voudrait trouver une boisson qui pourrait stimuler l'esprit tout en calmant les nerfs. Ainsi, Coca-Cola est né dans un bouillon de culture et d'innovation, mais aussi dans une époque où les besoins des individus et les opportunités commerciales s'entremêlent. C'est pas seulement un soda, c'était la promesse d'une solution magique, comme seule la fin du XIXe siècle pouvait en produire. Mais avant de devenir le symbole mondial qu'on connaît aujourd'hui, Coca-Cola a connu des débuts, on va dire, chaotiques et pour le moins incertains. Si Coca-Cola est aujourd'hui une marque synonyme de succès planétaire, ses débuts, comme je vous l'ai dit, n'ont rien eu de glorieux. Au contraire, John Pemberton, ce chimiste passionné, n'était pas un homme d'affaires avisé, on en est loin. Son ambition démesurée, mêlée à une situation personnelle complexe, va presque faire sombrer son invention dans l'oubli. On va revenir sur les débuts chaotiques de ce véritable mythe en construction. L'histoire de Coca-Cola débute bien avant la fameuse boisson gazeuse qu'on connaît, comme je vous l'ai dit. Avant d'être inventeur, Pemberton était un vétéran, brisé, marqué par la guerre de sécession, gravement blessé à l'estomac, j'y reviens. Lors d'un affrontement, il est devenu donc dépendant à l'opium et comme beaucoup d'anciens soldats de son époque, il s'y adonne vraiment, comme je dis dépendant, quotidiennement. Et cette addiction, bien qu'apaisante, a aussi alimenté sa quête, celle de trouver donc une alternative plus saine et pourquoi pas révolutionnaire. Installé dans un laboratoire modeste à Atlanta, Pemberton se lance donc dans des expérimentations. Il réécrit des formules et puis il commence par mélanger des ingrédients exotiques, des essences naturelles, des composés chimiques dans l'espoir de créer ce fameux remède universel. Mais chaque tentative coûte cher. Et ses finances s'épuisent, ses dettes s'accumulent, son laboratoire est parfois plus proche, si vous voulez, d'un refuge pour ses rêves que d'une véritable entreprise. En 1886, après des mois de tâtonnement, Pemberton parvient enfin à une première version de ce qui va devenir Coca-Cola. Ce mélange, vendu comme un remède, est baptisé French Wine Coca. À base de vin, de cocaïne et de noix de cola, comme je vous disais tout à l'heure, il promet de stimuler l'esprit tout en soulageant le stress. Mais cette formule, même si elle est novatrice, se heurte à un obstacle majeur. Atlanta, comme d'autres villes américaines, adopte la prohibition et la vente d'alcool est désormais interdite. Il est donc contraint de revoir sa copie, comme je vous le rappelle, au French Wine Coca. Le vin français de coca, si vous préférez. Et il y a le mot vin. Et donc Pemberton remplace le vin par de l'eau gazeuse. Une décision qui va évidemment marquer un tournant dans l'histoire de Coca-Cola. Mais cette transformation n'efface pas évidemment les difficultés, ce serait trop simple. À ce stade, la boisson est encore très très loin de conquérir le public. Et Pemberton, accablé par les dettes et une santé de plus en plus déclinante, commence à perdre pied. Et les débuts de Coca sont marqués par un paradoxe cruel. Pemberton a créé donc une boisson, certes prometteuse, mais lui manque de moyens pour la promouvoir. Et ses ventes sont dérisoires. En moyenne, il ne vend que 9 verres par jour, à 5 cents chacun, ce qui lui rapporte à peine $50 la première année. Une somme évidemment insuffisante pour couvrir ses frais de production et ses dettes. Et pour aggraver les choses, Pemberton multiplie les erreurs stratégiques. Incapable de gérer son entreprise, il vend des parts de sa recette à plusieurs investisseurs différents. En quelques mois, Coca-Cola appartient alors à une mosaïque d'intérêts divergents. Cette dispersion affaiblit encore davantage, évidemment, les chances de succès.
Miné par la maladie et les dettes, John Pemberton s'éteint en août 1888, à seulement 57 ans. Il n'aura jamais vu l'ampleur du succès de son invention. Ironiquement, celui qui a donné vie à Coca-Cola meurt presque oublié, laissant derrière lui une recette aux mains d'hommes d'affaires bien plus pragmatiques que lui. Parmi eux, un certain Asa Candler, un visionnaire qui transformera Coca-Cola en un véritable empire. Pourtant, même dans l'oubli, l'héritage de Pemberton demeure. Ce chimiste passionné, bien que piètre gestionnaire, a posé la première pierre d'un véritable empire mondial. Mais son histoire, marquée par les échecs et les sacrifices, rappelle finalement que tout succès a un coût. Et très souvent, d'ailleurs, les Américains le rappellent, quels qu'ils soient, ceux qui ont réussi nous disent toujours, c'est assez curieux, dans leur discours, quand on écoute leur discours, tout succès, si vous voulez aller vers le succès, il faut vous attendre à perdre des choses, à ce que ça vous coûte. C'est très marrant, c'est très, très curieux. Un discours qu'on entend peu en France. Alors que Coca-Cola s'apprête à entrer dans une nouvelle ère sous l'impulsion de nouveaux dirigeants, l'histoire de John Pemberton nous rappelle que les débuts de tout mythe sont souvent plus sombres qu'on ne l'imagine. De l'obscurité de son laboratoire au tumulte financier de ces dernières années, Pemberton laisse une leçon précieuse. Même les plus grandes réussites naissent parfois dans la douleur et le doute. Je trouve que ça, c'est une belle leçon. Évidemment, oui, éviter de mourir avant, c'est évident. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.